C'est un podcast le fun parce que nous autres, aujourd'hui, c'est une grosse journée le 17 mars. Une grosse journée pour tous ceux qui ont été dans l'entourage de Radio Pirate. Pour ma famille, pour ma blonde, pour... tiens, Tiger vient de faire son entrée en studio. Pour Tiger aussi, qui n'est pas au courant, mais le 17 mars, c'est une méchante journée parce que... premièrement, le 17 mars. Pourquoi c'est arrivé tout le 17 mars? J'en ai aucune espèce d'idée pourquoi c'est arrivé tout le 17 mars. Oui, c'est ça, l'affaire. Il y a du hasard là-dedans. Oui, c'est ça. Mais je sais qu'on le répète souvent, mais quand même, il faut le refaire. Donc, 17 mars. J'aurais aimé mettre une des tunes qui ont marqué l'histoire de Radio Pirate, mais vous allez comprendre qu'avec les plateformes d'aujourd'hui... Avant, on avait nos propres plateformes. Je vais vous raconter ça un peu, comment ça marchait. Le fait qu'on faisait tout par nous-mêmes, c'était débile. Là. Je veux dire, on faisait autant de techniques puis de codes que finalement on faisait des podcasts. Donc, c'était fou, mais c'était notre manière de survivre parce qu'on était tout seul à ce moment-là. Et par contre, ça nous donnait une genre de liberté de mettre un peu tout ce qu'on voulait, dont entre autres la musique. Oui. Parce qu'on s'est servi de grosses tunes, Uprising, entre autres, de Muse, on s'en est servi beaucoup. On s'est servi. Il y a eu plusieurs tunes qui ont marqué l'histoire de l'ouverture. Oui, il y a eu Satellite, effectivement. Il y a eu Satellite quand on était avec XM. Il y a eu Lit, le groupe Lit. Oui. Qui a été longtemps la toune. Ensuite, on a eu... Muse, tu l'as nommé. Oui, Muse, je l'ai parlé. Donc, toutes ces tunes-là, on aimerait ça vous les faire revivre, mais malheureusement, écoute, dans le nouvel univers, c'est difficile de le faire. Dans l'évolution, 20 ans plus tard, on n'est plus capable de mettre de la musique sur le web. Non! on est capable de le faire sur Instagram, on est capable de le faire sur TikTok. Mais sur les différentes plateformes de podcast, on peut être démonétisé et quasiment barré si on utilise de la musique sans supposément avoir les droits, même si on paye pour être membre de Spotify. En tout cas, regarde, c'est bien compliqué. Mais c'est une des industries les plus dures à comprendre de l'histoire de tous les droits. Puis d'ailleurs, toutes les histoires de droits sont différentes de pays par rapport à un autre. Et c'est là la complication. Donc, ça nous empêche de jouer les tunes parce que j'aurais aimé ça le faire parce qu'il y a une grosse signification derrière toutes ces tunes-là. Puis à chaque fois que vous les entendez, probablement, ça vous fait penser que Radio Pirate commence. Donc, j'espère que dans vos têtes, vous les entendez très bien. Beaucoup de pirates, par contre, se sont joints à nous au cours des dernières années, depuis la COVID, depuis le deuxième départ de Radio X. Donc, il y a eu une deuxième famille de pirates qui s'est formée, une famille plus grande, une famille plus jeune. Donc, ça a été fait en étapes. Puis je vous dirais que le 17 mars, une des raisons pourquoi c'est une journée importante, c'est qu'il y a 26 ans, moi et ma blonde, on décidait de peut-être essayer quelque chose qui a donné un beau petit morquis, qui a donné 2 belles grandes filles, puis des aventures incroyables depuis 26 ans. Donc, on est bien fiers de ça dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Puis, je dis à ma blonde le matin qu'elle dit, tu vas t'en faire encore 26? Oh, j'ai dit, probablement qu'à mon dernier souffle, probablement qu'à mon dernier sourire, mon dernier clin d'œil, t'es probablement la dernière personne que je vais voir. Donc, je veux saluer ma blonde que j'adore, puis la famille qu'elle m'a donnée, puis toute la vie. Puis, tu sais, des fois, j'essaie de me poser la question, étant ce que je suis, qu'est-ce que je serais devenu sans MC? J'aime autant pas trop y penser. J'aime autant. Elle est comme mon équilibre parce que moi, j'étais un gars bizarre. J'étais un genre d'extraterrestre un peu à la Gilbert. Sans MC, tu serais devenu un membre de Angine de poitrine. Exact. Ouvre donc ta petite lumière, mon ami Jess, s'il vous plaît. Oui, je l'ai ouvert, mais pas assez ouverte. Non, ta lumière, ça n'est pas ouverte. Probablement que tu as passé de power là-dedans. Parce que, voilà. Mais les hommes, en général, quand on trouve la bonne femme, on s'entend que c'est elle qui fait la grosse différence. On est des gars, là. On est des gars. Puis tu as raison. Sans MC, probablement que c'est... tu sais, pour Radio Pirate, c'est pareil. Les Radio Pirate, vous entendez quasiment jamais MC. MC ne veut pas parler. Pourtant, les pirates adorent quand MC parle. Mais tu sais, MC a fait plein d'affaires. En fait, si MC n'est pas là, Radio Pirate n'existe pas depuis longtemps. T'sais, nous autres, on fait notre part. Nous autres, on fait le contenu, mais tout le reste, c'est pas mal MC. Mais je vous dirais que le 17 mars, ça me rappelle plus la blonde puis la maman qu'elle est que la partner en affaires. C'est comme deuxième parce que si on n'a pas le premier, on n'a pas le deuxième, vous comprenez? Donc, ça va tout ensemble. Mais
le premier step d'il y a 26 ans est super, super important parce que s'il n'y a pas ce step-là, ben je pense que Radio Pirate n'existe pas. Donc, je pense qu'il n'y a même pas de départ de Radio Pirate. On ne sait même pas ce qu'on est. Donc, la vie nous amène à des places, à des surprises, puis c'est toujours trippant de voir. Puis, où c'est que où les prochaines années vont nous amener, on n'en a aucune espèce d'idée. Mais si je me fie aux 26 dernières, ça va être une belle ride. Puis, ça va être le fun. Ça va être le fun, puis ça va être rempli d'événements qu'on va se souvenir. Ouais, mais là, il faut régler ça. Là. Moi, tu sais que je garde un registre de ça. Comment ça, tu as mis une belle chemise de même? C'est-tu pour le 20e anniversaire que tu t'es habillé chic? C'est parce que j'ai mis mon gilet Radio Pirate. OK, tu as ton chandail Radio Pirate. T'as l'air d'avoir. OK, c'est le chandail de Radio Pirate. Oui, je pensais que tu avais une chemise. Là, je viens de voir que tu as le chandail de Radio Pirate. Maintenant, il faut qu'on règle. Merci à Pat pour ça. Comment tu penses qu'il te reste de temps? Parce que moi, je garde ça dans le registre ici. Là. Sérieusement, je suis plus capable de mettre de temps. OK. Je suis plus capable de mettre de temps. Je sais une chose. Je vais mettre le signe à c'est que Radio Pirate a 20 ans aujourd'hui. C'est incroyable. C'est un peu dur à croire que Radio Pirate a 20 ans. Il y a 21 ans, on a été tassés subitement de l'antenne qu'on avait bâtie à ce moment-là, qui est Radio X. Tantôt, tu te demandais pourquoi c'était le 17 mars. En fait, c'est le 17 mars 2005. Exact. Donc, le 17 mars 2000, c'est MC et Jeff qui s'en vont manger au Cosmos sur Grande Allée. OK, oui. OK, ça, c'est le 17 mars 2000. Donc, ça fait 26 ans. Pourquoi le 17 mars 2005? C'est la journée où j'ai parti. Publiquement, j'ai l'air d'avoir quitté Radio X, mais Radio X m'avait quitté la veille. Donc, j'avais été saluer mes auditeurs à 8 h le matin avec un dernier clin d'œil. Et à partir de là, nouveau bébé d'un bras. Quand même, ça brassait pas mal. On avait comme n'importe quelle couple, on avait des choses à s'occuper. Donc, les bébés, l'hypothèque de la maison, les patentes. Mais là, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va avec ça. On est comme barré de tout le milieu de la radio et des médias. On est comme exclus. Et là, à ce moment-là, on fait quoi? Est-ce qu'on se bat? Est-ce qu'on s'en va dans un autre domaine? Qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi on a fait Radio Pirate? C'est dur à comprendre parce que c'est d'y repenser 20 ans plus tard que le 17 mars 2006, un an après avoir quitté Radio X, ou que Radio X nous a quittés, on a décidé de lancer Radio Pirate. Tu sais, quand j'y repense, quand on en parle, ma blonde et moi, on en parle avec des amis, c'est dur à imaginer comment on est arrivé à cette affaire-là parce que tout était contre nous. Il n'y avait aucune... Aujourd'hui, il y a des gens qui partent des podcasts et qui n'ont aucune idée au niveau technologique comment ça fonctionne. Ils s'abonnent à un site, ils connectent un micro, ils font quelque chose qui prend 5 minutes à faire. Ils n'ont même jamais parlé d'un micro de leur vie. Puis... Et ils n'ont même jamais parlé dans un micro de leur vie. Mais mettez-vous en 2006, donc ça a pris 1 an à monter. Puis à ce moment-là, on avait des projets, puis on avait des affaires en tête, mais on avait des choses qu'on a laissées en cours de route parce que les choses ont évolué, mais on avait quelque chose d'assez clair dans notre tête. Mais comment c'est arrivé? Comment on a eu cette idée-là? Sans trop réfléchir qu'on aurait pu perdre beaucoup, 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 puis pas gagner grand-chose, puis finalement se péter à la gueule. J'imagine que tout entrepreneur qui commence dans la vingtaine ou dans la trentaine, un peu plus tard, se pose cette question-là en se disant « Comment ça se fait que j'ai parti ça? Comment ça se fait que j'ai fait ça? » Mais je pense que c'est lié à la jeunesse. C'est lié au fait qu'à un certain âge, on n'a pas trop de... On pense qu'on a tout l'avenir devant nous autres, donc on ne pense pas trop à l'échec. Puis que si jamais l'échec arrive, le lendemain, il y aura quelque chose d'autre qui va arriver, puis qu'on va repartir sur d'autres choses, c'est tout. Mais donc, on n'a pas de crainte. Il y a ça, mais moi dans ce temps-là, évidemment, j'étais un auditeur. Mais moi, ce que je percevais de toi, puis il y avait des indices, beaucoup de ça, c'est que tu étais quelqu'un qui était tourné vers l'avenir. Tu sais, je me rappelle très bien à un moment donné qu'à Radio X, peut-être, tu sais, par Sirius et XM avait commencé à ce moment-là, ça faisait pas tellement d'années, en 2006. Oui, puis j'avais déjà des pourparlers à ce moment-là, même quand j'étais avec toi, tu avais dit en ondes, tu étais tellement excité par la radio satellite que tu avais dit en ondes à choix, moi, je m'en vais là, alors que tu étais en ondes à choix. Oui. Puis moi, je m'étais dit, oui, mais Chris, il est en ondes à choix, tu sais, comment c'est qu'il dit ça? Mais c'est parce que toi, tu voyais, tu es quelqu'un qui n'a jamais eu peur de la nouvelle technologie. Moi, j'ai vu peut-être à l'avance un peu la fin de certains médias. Donc, quand j'ai collé cette shot-là que tu as entendu,
Certains s'en rappellent. Je pense que beaucoup s'en rappellent parce que j'avais fait, entre autres, une entrevue avec le nouveau patron de la radio satellite canadienne. Ah, ça, je m'en qui était devant le CRTC et tout ça. Puis par après, il m'avait appelé, il m'avait dit Hey, on garde contact, puis c'est sûr que si ça tente de t'emmener avec nous autres, tu t'en viens. C'était-tu un Franco, ça? Non, c'était Rob Braid qui était patron de FM 96 à ce moment-là, à Montréal. Donc, c'était la première personne que j'avais parlé. Mais c'est en 2005 que c'était lancé, Sirius XM au Canada. Exact, 2005, effectivement, à peu près dans les années... écoute, comme j'ai déjà raconté l'histoire de comment ça a été donné, les licences, qu'est-ce que la ministre a dit aux deux patrons des deux chaînes en question qui étaient là à ce moment-là. Donc, j'ai déjà raconté ça. Mais qu'est-ce qui a fait qu'en 2006, on part Radio Pirate? C'est un coup de tête un peu. C'est une vision qu'on peut offrir. Tu sais, moi, dans ma tête, le web allait devenir, dans ma tête, et si vous avez déjà pris des entrevues à l'époque que j'avais fait avec certains médias traditionnels, j'avais dit, avant l'arrivée du iPhone, on était sur les BlackBerry ou encore un flip à ce moment-là. Puis j'avais dit, tout va se passer sur le web très bientôt. Toute la culture, toute la manière que vous passez votre temps va se passer sur le web et vous allez probablement avoir un petit téléphone où vous allez écouter toutes vos stations de radio et vos affaires de TV. Et là, il faut pas oublier qu'on était loin de TikTok puis d'Instagram puis tout ça. On est très loin de TikTok et d'Instagram. On ne connaît pas encore l'iPhone. Je me rappelle, une des personnes qui m'a ridiculisé. Il m'a pas ridiculisé, mais il est parti à rire de bon cœur en voulant dire qu'est-ce que tu racontes là? C'était PY qui était, je pense, Morning Man à ce moment-là, à Week-end Radio à Québec. Non, c'est pas Week-end, ça devait être année Énergie dans le temps. Je pense qu'il était à Week-end. Je pense que c'est la première année de Week-end. Il était Morning Man la première année en Week-end. Okay. Si je me souviens bien, c'était le premier Morning Man en 2005 de cette station-là. Et tu sais, je racontais ça, puis j'y croyais. Puis j'avais même fait la même entrevue avec Bruno Bugiletti, qui est disponible sur le web d'ailleurs, donc qui a été faite en 2006, et j'expose ma vision. J'ai aucune idée qu'un an et demi, 2 ans plus tard, on allait avoir des iPhones dans les mains. En fait, moi, j'étais un des premiers à l'avoir. Mais tu sais, encore là, tout est fait sur le coin d'une table. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu puis je sais que pour plusieurs pirates, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, mais il ne faut pas oublier qu'en cours de route, il y a énormément de pirates. Puis là, on a des pirates cheap qui nous écoutent probablement en ce moment. Mais il y avait un défi technologique énorme parce qu'on voulait offrir une radio libre et une radio qui était sécurisée pour que les membres, qu'on ne se fasse pas pirater, en fait. Donc, les membres qui allaient s'inscrire puis payer un abonnement, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça a l'air niaiseux à dire parce qu'on est sur Netflix, on est sur Spotify, on est sur des podcasts payants, on est sur des channels YouTube payants, mais à l'époque, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui offre ça. C'est parce qu'il faut se rappeler la connexion Internet n'était pas comme aujourd'hui non plus. Là. Il n'y avait rien comme aujourd'hui, donc il fallait faire des passes. Donc, nous autres, on s'est tourné vers une technologie qui était nouvelle, qui était une technologie de compression. Au lieu de prendre des MP3 plus lourds, pour que tout le monde ait une bonne qualité sonore et que nous autres, ça ne coûte pas trop cher de bande passante, on utilisait un codage qui s'appelait du AAC+, développé par une compagnie qui était... parce que le Apple avait AAC, les autres avaient AAC+. Donc, ça nous permettait de diviser par 4 le nombre de données qu'on vous envoyait chez vous pour pouvoir survivre. Ça, c'était bien important. Parce que les premiers mois de Radio Pirate, la bande passante nous coûtait 10 à 12 000 $ par mois. C'est fou, ça. Donc, tu sais, je veux dire, c'était... Si j'avais su ça au début, on ne l'aurait jamais fait. T'sais, on n'aurait jamais fait ce projet-là. Donc, il fallait commencer quelque part. Et je me rappelle la première fois que je suis allé à Val-Bélair voir Vincent Gibara, qui était programmeur, puis qui était un auditeur, puis qui me dit « Gars, je vais te donner un coup de main. » Mais je pense souvent à Vincent. J'ai plus aucun contact avec Vincent Gibara depuis des années. Je sais que Vincent est occupé à faire un paquet d'affaires. Mais c'est la première personne qui m'a permis de savoir que c'était réalisable. OK? Donc, faire un site web, de le sécuriser, de permettre aux gens de se loguer, de créer un compte et d'avoir un abonnement payé avec un lien qui vous permettait d'écouter un audio qui était protégé. Donc, vous ne pouvez pas envoyer à quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre l'utilise gratuitement. Donc, il devait être authentifié. Et ça non plus, ça n'existait pas. Donc, il a fallu se tourner vers une gang de Montréal.
Stream the World, qui est devenu par la suite une grosse compagnie qui s'appelle Triton Digital. Dan Robichaud m'accueille dans son bureau, je me rappelle, dans le Vieux-Québec. Pas dans le Vieux-Québec, dans le Vieux-Montréal. Je vais m'asseoir avec lui, puis j'expose cette patente-là. J'ai dit, j'ai besoin de ça en AAC+. Je sais que tu fais du AAC, mais j'ai besoin de ça en AAC+. Parce que sinon, je ne sais pas comment je vais arriver. J'ai besoin de ça. Et il me dit, ouais. Il dit, c'est tout un défi. Je ne sais pas combien ça lui a coûté, mais moi, je sais qu'il me chargeait aux alentours de 10 000 $ pour le faire. Et probablement que ça a coûté 3-4 fois le prix en développement de le faire. Ça lui a permis plus tard de faire énormément de sous. Mais à ce moment-là, il y avait un défi technologique. Donc, les deux ensemble, on monte cette patente-là. Je vous dirais que on est dans les investissements. Puis, aujourd'hui, tu t'abonnes à une solution qui va te coûter 50 $ par mois. Tu déposes ton audio, mais nous autres, il fallait investir juste en web 300 000 $. Donc, pour nous autres, c'était énormément d'argent. Pour le gouvernement, de faire ce qu'on a fait, ça aurait coûté probablement des dizaines et des dizaines de millions pour faire la même chose qu'on a fait. Donc, Vincent Gibera a été très important parce que si lui n'est pas là, les autres solutions que j'ai, les autres bureaux que je suis allé voir me chargent des montants astronomiques pour faire la même chose. Donc, je parle de grosses firmes informatiques. Donc, une chance que j'ai un gars chez eux qui est dédié, qui croit en nous autres, puis qui a mis énormément de temps. Puis j'imagine qu'en bout de ligne, il a perdu probablement, s'il calcule les heures qu'il a mis là-dedans, il a perdu pas mal d'argent. Mais il l'a fait pour la cause, puis je tiens à le saluer parce que si lui, au départ, n'est pas là, il n'y a rien de ça qui arrive. Donc, tu sais, si on a bien beau avoir les meilleures idées du monde, ma blonde et moi, puis penser à quelque chose, mettre ça sur papier, puis arriver avec des documents Excel pour nous montrer que les chiffres arrivent. Si on n'a pas cette création-là, aujourd'hui, on n'est pas en train de vous parler. Je suis probablement dans un autre secteur, je fais probablement autre chose, et on ne se connaît pas. Puis Jeff, ça fait 20 ans qu'on n'a pas entendu parler, puis il est passé à autre chose. Par après, ben, on a bâti l'équipe. L'équipe a commencé par, on a eu toute la gang que vous connaissez. Donc, Marie était là pendant une période, Yves était là pendant une longue période. On a eu Oli qui s'est joint à nous pour faire les nouvelles. On a eu Vince qui est venu faire un tour pendant une année Vince, ou deux. Pendant un bout de temps, une couple d'années. Jerry s'est joint à nous quelques temps après qu'on a parti Radio Pirate en tant que chroniqueur, puis par la presse a développé. On a eu Nick Dallaire avec qui j'ai échangé ce matin. Nick qui nous a souhaité, puis qui souhaite à tous les pirates un bon 20e. Puis il nous envoie le message comme de quoi qu'on est une gang de tough, puis une gang de vrais. Nick a été. Puis tu sais, Nick était là comme par accident parce qu'il était à l'intérieur de nos bureaux, on avait de l'espace, et je lui ai eu un bureau pour une des compagnies qui était en train de partir. Puis à un moment donné, j'ai dit à Nick, Nick, si ça tente de t'occuper des opérations, j'ai besoin d'aide. Si tu veux flusher ton affaire que tu as puis te joindre à nous autres, ça nous ferait du bien. MC puis moi, on a besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe du bureau, qui s'occupe de ramasser à peu près toutes les affaires qui se passent dans une journée. Parce que ma blonde s'occupe de l'administration, s'occupe des ventes, la pub. Moi, je m'occupe de faire des podcasts. À travers ça, je m'occupe de savoir que techniquement, tout tient. Donc, on a de l'ouvrage. Donc, Nick prend la relève, sans oublier qu'une fois qu'on a parti tout ça, je veux saluer Danny Thompson qui est en haut. Ouais. Danny Thompson a fait partie de ceux qui ont travaillé au début parce qu'on avait des serveurs qui étaient des serveurs dédiés. On a eu un bordel terrible au début parce qu'on ne savait pas que les 7500 membres allaient se brancher toutes dans la même minute. Oui. Donc, les demandes sur les... Aujourd'hui, ça n'existe plus, ces affaires-là. Ça n'existe plus. Techniquement, ce genre de patente-là n'existe plus. Mais à ce moment-là, nos serveurs à nous, c'est des serveurs dédiés. Et là, ben, ça ne fait que crasher parce que tout le monde pèse sur connecter. Donc, les gens pèsent 10 fois, 15 fois 7500 plutôt personnes, tout en même temps. Et ça crée un load sur les serveurs qu'on n'est pas capable de remonter. Donc, Danny Thompson, qui est décédé aujourd'hui. Qui était toute une tête, je pense, au niveau technologique. C'était un méchant. Écoute, c'est un cowboy, là, mais c'est quelqu'un qui, effectivement, les cowboys sont souvent les plus pratiques. On a finalement réussi à surmonter nos problèmes. Puis, Danny, donc, tiens, je ne sais pas s'il nous entend en haut, mais je tiens à saluer. Et je vous dirais que une des raisons pourquoi... Ah, c'est beau, vas-y. Comment? Non, c'est beau. C'était juste pour dire qu'il y avait eu... Dans toute la gang que tu as nommée, il y a eu longtemps Doom Dumas aussi, puis Seb le... Oui, mais je m'en vais là. Ah, tu m'en vas là. OK.
dans l'histoire de comment on fait pour être là aujourd'hui, oui, je viens de nommer un paquet de monde, mais celui qu'on appelait Seb le haineux, qui est Seb Vézina, qui est une tête extraordinaire, un des gars les plus brillants que j'ai croisés, qui aujourd'hui fait du truck. Donc, je ne sais pas si Seb est toujours parmi nous, mais Seb, malgré son côté très introverti, je dirais son côté pratique, son intelligence, son côté perspicace, de fouiller, de trouver, le fait aussi qu'on était capable de se challenger sur différentes affaires qu'on avait à faire. C'est Seb qui a ramassé tout le côté technique de Radio Pirate. Et sérieusement, si Seb et moi, on ne s'assoit pas à un moment donné et on ne dit pas il faut trouver des serveurs dédiés quelque part dans le monde, il faut s'opérer nous autres mêmes, il faut être indépendant de Stream the World parce que même si on les aime, ça nous coûte 10 000, 11 000 les gros mois, 12 000 les gros mois par mois. C'est une dépense qui est trop. Puis là, plus on va avoir de monde, plus cette dépense-là, plus les fichiers vont être gros, plus les podcasts vont être longs, plus. Donc, tout ça va être comme exponentiel à ce moment-là. On s'est dit, il faut trouver une manière de faire. Et Seb a monté une solution de streaming authentifiée en AAC+, sur nos propres serveurs qu'on avait quelque part dans le monde, ce qui était à Houston. Je pense que c'était à Houston. On était avec une des divisions d'IBM à ce moment-là. Et Seb a travaillé des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Comment il a fait ça? J'en ai aucune crise d'idée. Mais je sais à un moment donné que des gens de Stream the World ont gardé notre solution puis ils ont dit... Puis il est arrivé le crash Internet est arrivé un peu plus tard dans ces années-là. Là, il est arrivé des affaires, mais la solution qu'on avait pour les gens de Stream the World, c'était quelque chose... Parce que Stream the World, à ce moment-là, avait été acheté par un fonds américain de Boston pour plusieurs millions de dollars. Et ils ont regardé notre solution puis ils ont dit « My God, c'est peut-être même la meilleure solution qu'il y a sur le marché. » Donc ça, là, c'est Seb Vézina, c'est Seb le haineux. Puis encore une fois, il y a beaucoup d'étapes qui font qu'on est encore là. Puis il faut se rappeler de ça parce que aujourd'hui, bâtir quelque chose, donc commencer un podcast, puis être très populaire, puis être là dans 20 ans, je veux rien enlever à personne. Mais il n'y a aucun défi. À part un talent de communicateur, il n'y a pas de défi. Nous, on avait... Au-delà de livrer des podcasts intéressants puis d'avoir des gens qui nous aiment au point de rester abonnés, on avait des histoires à pu finir sur un paquet d'affaires qu'on est en train de faire. Rajouter à ça le mariage avec XM, qui est arrivé pas longtemps après, avec qui on a été pendant 6 ans. Donc, on a fait parallèlement quelque chose de hot. Par après, on s'est marié également avec les gens de Énergie pendant 2 ans. On est retourné à Choix pendant 6 ans. Donc, c'était jamais moi qui étais engagé. C'était toujours Radio Pirate. Donc, on avait des gens qui nous aidaient. Sylvain Simard nous a aidé énormément. Sylvain qui a été, pour nous autres, un négociateur extraordinaire avec MC pour avoir des deals avec les différents partenaires. MC s'est occupé d'XM, entre autres, pendant les grosses années. On a fait un très, très, très beau mariage avec XM. Je n'ai pas trop compris pourquoi ça s'est terminé, parce que dans les faits, ça aurait pu être encore le même mariage aujourd'hui s'il n'y avait pas eu une histoire de merge avec Sirius, puis qu'on avait eu un gars qui s'appelait John Lewis, qui finalement a pogné la chienne de dire aux gens à Ottawa qu'il était le patron de Jeff Fillion. Il m'a carrément dit au téléphone qu'il ne pouvait pas, lui, politiquement, supporter ça. C'est dommage parce qu'on avait une belle relation. Mais encore là, ça lui a permis à Radio Pirate de se rebâtir, de se réinventer, de trouver des nouvelles solutions. Puis, sérieusement, bon, le téléphone n'arrête pas de sonner. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de calmer ça ici. Donc, toutes ces aventures-là nous ont juste rendus meilleurs. C'est sûr que quand tu as un petit pas par en arrière, puis dans n'importe quelle entreprise, si vous êtes entrepreneur, vous avez des pas par en arrière. Ça arrive à tous les entrepreneurs. Mais il y en a, tu sais, je veux dire, c'était toujours difficile quand à chaque fois qu'il y avait, tu sais, on a fini, entre autres, l'aventure avec XM, on ne l'avait pas vu venir. Celle-là nous a fait mal. En tout cas, personnellement, celle-là nous a fait mal. Mais encore là, tu sais, je veux dire, tu as des enfants, ta blonde est là, tu as des employés, puis même si tu as 1 heure et demie, je suis tombé sur les genoux cette fois-là, et je pourrais vous dire que ça l'a passé très, très, très proche au mois de juillet, quand c'est arrivé, à quelques heures du retour des vacances, que je ne me relève pas de ça. Mais finalement, il faut tomber sur les genoux de temps en temps pour se remettre en question.
repenser à un nouveau modèle, repenser à des nouvelles affaires, avoir à cœur nos employés, qui est notre famille aussi, parce qu'on parle de notre famille directe, mais nos employés deviennent notre famille. C'est comme ça que ça se passe. Et à travers ça, comme tu le dis, Dom Dumas a été très important. Il y a plein de gens qui ont passé comme chroniqueurs. Il y a des gens qui ont passé comme employés chez nous qui ont de très bons souvenirs. Mais effectivement, les gens que j'ai nommés tout à l'heure, donc Nick Dallaire, oui, ma blonde et moi, Nick, Jerry, Yves, Marie, Oli, donc toutes ces personnes-là qui étaient là au début, Seb, très important. Donc, ça, c'est la raison, c'est la base, la fondation des premières années de Radio Pirate qui nous permettent aujourd'hui de vous parler encore à tous les jours, quasiment 4 heures par jour. Donc, ça, il faut être reconnaissant de ça, puis je veux les saluer. Par après, donc, à un moment donné, Nick commence à être démotivé un peu, regarde un peu où ça s'en va, commence à s'inquiéter un peu du futur, se questionne un peu sur son propre futur à lui, puis décide de quitter, puis garde, on peut comprendre ça. Sauf que je le sentais, mais tu sais, quand ça arrive, ça te donne un coup, tu dis, OK, comment je fais pour trouver quelqu'un qui qui est un peu multitask, puis en même temps, ben, on a des nouveaux défis qui s'en viennent, puis je me dis, il faut que je trouve quelqu'un qui va me donner un coup de main sur tous les nouveaux défis qui s'en viennent, qui n'étaient pas les défis d'hier, mais qui sont les défis de demain. Entre autres, de passer dans les dernières années d'un podcast audio à un podcast vidéo. On est en train de, vous l'avez vu hier, vous avez vu de votre podcast gratuit hier de 1h15 était full vidéo sur, entre autres, Spotify. Ben, le hasard a fait que Mr. White, notre bon Mr. White, était là, à nos bureaux, en train de travailler pour son entreprise qui était Radio Réveil, dans lequel nous autres, on avait pris une certaine participation. Puis, Radio Ego. C'était rendu Radio Ego à la fin. C'est ça, c'était Radio Ego, excuse-moi, à la fin. Jess avait travaillé à Radio X, était disponible pour une nouvelle aventure. On avait décidé de créer un emploi pour que Radio Ego soit plein de contenu. Donc, c'est ce que faisait notre ami Mr. White à ce moment-là. Et quand Nick m'a annoncé son départ, je me rappelle, j'étais dans le studio, on avait fermé la porte, puis il m'avait dit, il dit, je m'en vais, mais je pense que tu as un meilleur candidat pour la suite de Radio Pirate que qu'est-ce que moi je peux t'offrir. Et il s'est tourné vers Gis qui travaillait sur une table un peu plus loin, puis il m'a dit, je pense que tu as ton gars là-bas. Et c'est effectivement ce qu'on a fait. Et je le dis à beaucoup de monde, peut-être que je le dis pas assez souvent à Gis, mais MC et moi, on sait très bien que les dernières années, si Gis n'est pas là, Radio Pirate n'existe plus depuis un bout parce qu'il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses que Mr. White fait que j'aurais pas été capable de trouver en une personne. Il y a très peu de personnes qui sont capables de prendre le load, tout le travail qu'il y a dans la livraison à chaque jour. S'il arrive de quoi à Gis demain matin, des gens me demandent combien de temps il te reste. Puis j'ai répondu cette semaine, j'étais avec un pirate, on mangeait vendredi soir, j'étais avec un pirate que je salue, Eric. Puis il m'a dit combien de temps sérieusement qu'il te reste? Ben j'ai dit, il va rester le temps que mes boys me disent qu'il reste. Parce que je ne me retrouverai pas un sidekick. Je ne me retrouverai pas un sidekick aujourd'hui, pas à l'âge que j'ai là. Je ne me retrouverai pas un sidekick. Je ne recommencerai pas à essayer de développer une relation. C'est comme dire, ma femme s'en va, puis elle s'en va avec un autre, tu vas te faire une autre femme. Il n'y aura pas d'autres femmes. Il va y avoir peut-être des blondinettes qui vont rester chez eux, puis qui vont venir, mais il n'y aura pas de... On ne recommencera pas à investir là-dedans, pas rendu à 58 ans. Mais c'est pareil au niveau professionnel. Oh. Donc, j'aurai pas de nouveau sidekick. Et je ne serais pas capable de... Puis même si on dit, il n'y a pas personne d'irremplaçable, ben moi, je peux vous dire une affaire. Dans l'époque d'aujourd'hui, de trouver un Mr. White, si jamais Mr. White, il arrive quelque chose, il décide d'aller ailleurs, ben le futur de Radio Pirate est pas mal dans ses mains. Donc, oui, je tiens une bonne partie du futur. On espère d'être là encore pour 10 ans facile. Mais ça tient par les gens. Puis, tu sais... Ma blonde aussi. Ma blonde, des fois, ma blonde est une femme stressée. C'est une femme qui est stressée. Puis les défis défis de la publicité, les défis de ci, les défis de ça la magane. Donc, tu sais, moi, je ne veux pas maganer ma blonde non plus pour les prochaines années. Donc, j'ai à écouter tout le monde. Si c'était rien que de moi, si c'est juste mon côté égoïste qui parle, je pense que j'en ai encore pour une dizaine d'années. Mais ça va dépendre de tout le monde alentour de moi parce que seul, je ne suis pas capable de mener la patente du tout. J'ai besoin de tout le monde alentour de moi.
Donc, je tiens à remercier tout le monde. C'était une belle ride so far. C'est loin d'être terminé. Et une des affaires que je veux remercier, en plus, c'est tous les commanditaires qui ont passé depuis 20 ans. Des gens qui nous ont fait confiance, des gens qui ont trouvé que la clientèle de Radio Pirate est une belle clientèle, puis c'est vrai que c'est une belle clientèle. Puis les pirates, je sais qu'il y en a qui ont passé, je sais qu'il y en a qui sont encore là depuis le début. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont arrivés, il y en a qui ont quitté, qui ont trouvé qu'on était devenu un peu ci, un peu ça, parce qu'on a eu des divergences d'opinion sur un sujet qui arrive. C'est très dur de... C'est très dur aujourd'hui parce que on le voit, là, les gens veulent absolument que le politicien qui aime, mettons, qui aime Trump, ils veulent que Trump fasse tout ce qu'eux aiment. Et la minute que Trump ne fait pas, ou encore un politicien qui aime, qui ne fait pas une fois ce qu'ils font, je pensais pas qu'il était le même. C'est la même chose pour nous autres. On est dans l'opinion, on est dans des affaires qui sont très edgy, dans le sens que ça peut brasser un peu. Quand il arrive des affaires, la COVID, quand il arrive des patentes, des choses qui sont des sujets qui sont polarisants. Puis on est arrivé au cours des 20 dernières années, beaucoup, mais je vous dirais pas comme la COVID, pas comme Trump. C'est probablement les sujets les plus polarisants qui sont arrivés. Les histoires de tarifs récemment, c'est une autre histoire polarisante. Donc, à travers ça, à travers ces tempêtes-là où on débat, puis qu'on n'a pas à être toujours d'accord, puis je veux saluer les pirates qui ne sont pas toujours d'accord avec moi, mais qui sont là et qui restent. Puis je veux saluer les gens qui sont même partis, parce que peut-être qu'en Hypocrite, je sais qu'en Hypocrite, il y a des anciens membres qui viennent voir la version gratis et ce podcast-là est disponible en version gratis. Donc, même ceux qui ont passé pendant quelques années, qui ont quitté à un moment donné parce qu'ils n'étaient plus d'accord avec ce que j'endossais, l'histoire de la COVID a fait beaucoup de patentes. Là. Mais en même temps, ça nous a fait découvrir beaucoup d'autres mondes qui se sont joints à nous autres. Donc, souvent, un de perdu, deux de retrouvés, c'est probablement le succès de Radio Pirate. Puis, tu sais, on est fiers de ça. On est fiers d'avoir amené, je vous dirais, d'abord, les sujets, les opinions qui ne sont pas débattues, qui ne sont pas amenées sur aucune autre tribune, sur aucune autre plateforme, sur aucun autre média traditionnel ou à peu près. Je vous dirais même que Radio X, dans les dernières années, même si je ne suis pas nécessairement un auditeur de ce que je peux comprendre, a un peu mis d'eau dans son vin pour essayer de survivre. Nous, on ne le fera pas. Nous, on ne le fera pas. C'est la beauté. Oui, on a des défis. Oui, comme n'importe quelle entreprise, il faut faire attention à ce qu'on dit. On a des chances d'avoir une poursuite. On peut être démonétisé par les YouTube de ce monde, par les Spotify, Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait parce qu'il y a quand même des conséquences si on est irresponsable. Mais on a une liberté que peu de monde peuvent avoir. Les gens qui ont un micro, qui travaillent surtout pour des entreprises, eh bien, on sent que cette liberté-là diminue d'année en année. Et c'est tout le contraire pour Radio Pirate. On a cette liberté-là qui nous permet de débattre un paquet de sujets à la manière de Radio Pirate. Et je pense que Radio Pirate a été... et on va se le dire, on peut juste lancer des fleurs. Radio Pirate est probablement une des entreprises les plus connues au Québec. Une des entreprises de médias les plus connues. Tout le monde connaît Radio Pirate. Druff, le sous-sol, Radio Pirate, le has-been, même s'ils nous haïssent, tout le monde connaît Radio Pirate. On l'a pu à s'expliquer, là. Non, on n'a pas à c'est dans ça, tu dis, tu travailles pour... Moi, je travaille pour Radio Pirate, moi. C'est quoi ça, Radio Pirate? Il y a très longtemps. C'est quoi Radio Pirate? Aujourd'hui, tu travailles pour Radio Pirate. Ah oui, OK. Oui, exact. Il n'y a plus d'explication. Donc ça, il y a eu beaucoup de... Oui, ça part beaucoup de nous autres, mais ça part aussi des milliers et des milliers et des milliers de pirates qui parlent de Radio Pirate, puis qui s'en vont dans les soupers, puis qui en parlent, etc. Oui. Donc, c'est devenu, sans qu'on mette un seul dollar de publicité nulle part, c'est devenu un des brands les plus connus dans le monde des médias au Québec. Yes, sir. Et ça, c'est un grand accomplissement au cours des 20 dernières années. Je le dis pas souvent, mais je suis fier. Je sais pas comment on a fait. Non, je sais même pas comment on a fait. Là, je prends la parole. Là. Je sais pas comment t'as fait. Parce que moi, je l'ai vécu de l'intérieur quand tu travaillais à Choix et tu n'as jamais délaissé Radio Pirate. Et par la suite, quand tu étais à Énergie, puis on ne t'a pas délaissé Radio Pirate. Et moi, je t'ai vu faire les deux jobs. M'excuse, là.
Ben, tu les faisais aussi. Là. Non, attends un peu, là. Attends un peu. Ben, tu les faisais aussi. Moi, Je ne sais pas comment on l'a fait. Je sais pas. Tu sais, des fois. Je le faisais, Jeff, mais c'est pas moi qui lead le show. Là. Oui. Moi, je rentre dans l'autobus puis je m'assois sur le banc d'en avant. Là. On a peut-être brûlé une coupe d'années au bout de la patente. Peut-être que le tape à mesurer va être un peu moins long qu'on pense. Tabarouette que tu as travaillé. C'est oui. inimaginable. Je ne sais pas où tu as fait. Je sais pas. Je sais pas où est-ce que tu as pris cette énergie-là. Je ne sais pas où est-ce que tu as pris ça. L'énergie, puis... Tu sais, toi, tu es un leader d'opinion. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé à t'écouter, c'est pour ça. Moi, je veux savoir ce que Jeff en pense. C'est ça. Moi, c'est pour ça que j'ouvrais. Quand j'ouvrais la radio, c'est pour savoir. C'est ça. Je veux savoir. Jeff, il en pense quoi de ça? C'était ça. Le fond de l'histoire, c'est ça. Puis pour que tu fasses 2 shows pleins dans le siège du conducteur, je vais te le dire, là. Il n'y a personne qui peut faire ça. Oublie ça, il n'y a personne qui peut faire ça. Je sais que tu es toujours au-delà d'être un ami puis personne ne peut faire ça. Un partner de travail. Je mets au défi n'importe qui de faire ça. Il sera pas capable. Je sais que tu m'aimes beaucoup au niveau professionnel. Je sais que tu m'as toujours, toujours dit ça. Tu as toujours été un de mes grands défenseurs. Puis garde, ça me fait chaud de l'entendre. Mais tu sais, des fois, je me demande comment on a fait. C'est dur à. Tu sais, une fois que tu es rendu là, tu regardes par en arrière, c'est pas pareil que pendant que tu es dedans. Là. Mais c'est quelque chose. On a eu 20 ans le vent d'en face. 20 ans, c'est ça. Le vent d'en face. Tu sais, tantôt je disais, ça s'est passé le 17 mars 2000. Parce que ça prend une conjointe qui est capable. Ça prend une conjointe. Tu sais, cette entreprise-là n'existe pas si ma blonde n'est pas là parce qu'elle s'occupe de tout le reste que vous ne voyez pas nécessairement. Mais si ce 50 % n'existe pas, je suis obligé d'avoir quelqu'un qui le fait. Et si j'ai quelqu'un qui fait une partie, puis j'ai une autre personne qui fait l'autre partie, puis que là, j'ai telle autre chose à régler, puis il faut que... Ben là, ça prend combien de millions de dollars, tabarnak, pour opérer cette patente-là? Tu sais? C'est ça, à un moment donné. Donc, il y a le fait qu'on ait été capable d'opérer avec 4-5 personnes, 6 personnes, cette entreprise-là. Puis, hey, tu sais, tantôt, j'ai parlé de beaucoup de monde, mais dans les dernières années, puis je sais que depuis quelque temps, on a moins besoin de lui. Mais Philippe Bouillon est quelqu'un qui est bien placé dans mon cœur. OK, je veux dire salut à Philippe, je sais qu'il est là. Philippe, je t'oublie pas. Je t'aime pas juste parce que tu nous as donné un coup de main et tu étais bon pour Radio Pirate. Je t'aime comme humain. T'es une personne que j'apprécie beaucoup. Donc, tout ce monde-là, là, vous êtes partie prenante de ce qu'a été Radio Pirate au cours des 20 dernières années. Et les pirates, ben, on se connaît pas tous, mais à chaque fois que je vous vois, quand on fait des activités, c'est à ce moment-là que je comprends qu'est-ce que j'ai fait. Parce que c'est dur un peu d'être connecté avec vous autres, même si vous m'envoyez des messages, puis de vous imaginer à chaque fois que j'ouvre le micro, même si on essaye de se mettre dans la position d'être avec vous autres quand on parle. C'est quand je vous rencontre, c'est quand je vous croise, et puis c'est quand je finis, parce que vous savez que c'est pas le genre de choses que j'aime faire. Je suis pas très public, je suis pas très à l'aise. C'est pas moi, ça. Donc, mais je le fais parce que j'ai besoin de ça, parce que j'ai besoin d'aller chercher de l'énergie que vous me donnez quand je vous vois. Parce que quand je pars de là, même si au départ, je me dis « Ouais, ça va être une soirée tough, je vais perdre la voix, je vais avoir à parler avec beaucoup de monde, je vais avoir à passer par-dessus ma gêne, ma ci, ma ça. » Quand je sors de là, je suis toujours craqué, comme ça se peut pas, pour poursuivre encore pendant des années, parce que je vois la crowd, la belle crowd qu'on a de Radio Pirate. Et ça me rend excessivement fier. Excessivement fier. Tu as parlé tantôt d'énergie. Oui, vas-y. Oui. Juste un petit mot par rapport aux commanditaires puis à ceux qui ont mis de la pub à Radio Pirate au fil des années. Est-ce que Steph Bruyère est dans les premiers à avoir... Steph Bruyère est dans les premiers. Steph Bruyère est dans les premiers. Puis Steph, ça y est un autre. Steph, au départ, Steph a commencé avec Gilles, comme chroniqueur. Et par après, ben Gilles, souvent, les chroniqueurs passaient, puis des fois, il n'y avait pas de suivi.
Et quand Radio Pirate a commencé, je ne me rappelle pas comment c'est arrivé, mais Steph a voulu. Moi, je trouvais Steph intéressant. Je trouvais que Steph, il y avait son personnage qui avait été intéressant. Il a acheté de la pub. Oui, il a acheté en de la plus, pub. mais c'est la raison pourquoi vous l'entendez, là, c'est que Steph, je l'aime. T'sais, Steph, c'est un extraterrestre. C'est sûr que quand il vient avec moi en podcast, il faut que je lead. Parce que si je laisse Stéphane y aller tout seul, on va se ramasser à des places weird. Mais quand il est bien encadré dans un podcast, c'est un podcast que j'aime faire. J'aime être avec Jerry, avec Mr. White et Steph Bruyère. J'adore. Puis je sais que j'étais avec quelqu'un vendredi qui m'a dit, moi, mon préféré, c'est Steph Bruyère. J'ai dit, oui, c'est ton préféré, c'est sûr. J'ai dit, c'est un extraterrestre. C'est pour ça qu'on l'aime de même. Donc, Steph, t'es salué. Mais tu as parlé de XM, tu as surtout parlé d'énergie où on a fait le show. On a fait un double show. Et par après, les 6 années. Parce que quand est arrivé les histoires un peu niaiseuses de énergie, où on a dû finir avec énergie, je m'étais dit, je vais me concentrer sur Radio Pirate. Et il y avait les gens de Boulevard étaient venus me voir à ce moment-là, m'avaient dit, hey, est-ce que ça te tente de t'en venir avec nous autres? Ils m'offraient tout pour que j'y aille. Puis finalement, on avait décidé, Madelon et moi, qu'on investissait dans le futur de Radio Pirate. Et est arrivé, quelques semaines plus tard, est arrivé la gang de Radio X qui se sont dit, c'est le temps que tu reviennes au bercail. Et ça, ils sont venus me chercher un peu par les émotions parce qu'effectivement, il y avait une unfinished business, il y avait quelque chose de pas fini à ce moment-là. Puis j'ai dit, il faut que j'aille finir ça. Donc, on a fait un premier contrat, on a rajouté 1 an à ce contrat-là, on a fait à peu près 6 ans, et là, on est en négociation. Mais moi, dans ma tête, parce que ce que Jerry est en train de vous raconter là, c'est très important. C'est-à-dire qu'on faisait un nombre d'heures pour Radio Pirate le matin de bonne heure, et ensuite, on finissait à 11 heures, on sautait dans le char, et on arrivait à 11h30 tapant pour commencer un show de radio de 2h30 à 11h30 à chaque jour. Live. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui font ça. Comme Jerry a dit, il n'y a pas grand monde qui font ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, après, et là, arrive l'histoire de la COVID. N'oubliez pas, là, il arrive l'histoire de la COVID à travers ça. On a fait. Puis la COVID, ça n'a pas duré 4 mois. Là. Ça a duré 2 ans et demi. Par chance, à ce moment-là, on avait nos studios sur la rue Saint-Jean-Baptiste qu'on a eu pendant 16 ans, 17 ans, qui ont été une belle place pour nous autres, qui ont été des beaux studios pour nous autres. On a énormément d'histoires. Chaque fois que je vais au panier extra, je regarde en haut, j'ai toujours un drôle de feeling. J'ai un petit peu de nostalgie. Mais à un moment donné, j'ai décidé que je voulais avoir mes studios chez moi. Donc, on a agrandi la maison pour faire mes bureaux. La raison, c'était que si je me voyais faire ça pendant 10, 15 ans encore à ce moment-là, il fallait que je sois plus proche. Il fallait que je fasse ça. C'est comme les musiciens qui ont leur studio chez eux. À un moment donné, il faut que tu simplifies la patente. Puis on avait bâti des studios qui étaient extraordinaires. Et on les a inaugurés quelques mois avant l'éclatement de la COVID. Donc, on est déménagé de la rue Saint-Jean-Baptiste, on est allé dans ces nouveaux studios-là. Et pendant la COVID, si on n'a pas ces studios-là, où je peux faire ça à partir de chez moi, avec mes chums qui sont là, puis qu'on ne parle pas à autant de monde à travers le Québec, à partir de chez nous, pas de masque, pas de séparateur de plastique. Oui. Si on n'a pas ça, encore une fois, probablement qu'on n'est pas là en ce moment. Ouais. C'était une époque on l'oublie, mais c'est une époque qui était complètement folle. Les défis qu'on avait étaient complètement fous. Parce nous, que on avait une vie. C'est ça, notre environnement était normal. Oui, on avait, nous, un environnement normal. On ne pouvait pas le dire, on ne pouvait pas le crier haut et fort. Mais on avait un environnement pour nous, les employés, on avait un environnement normal. Donc, est-ce qu'on était illégal des fois? Oui, on était probablement full illégal. Oui, mais c'est ça qui nous a tenus puis qui a fait qu'on était capable de faire ce qu'on a fait. Bon, c'est sûr qu'avec tout ce qu'on a brassé, probablement que Radio X se sont fait dire, ben là, Fillon, c'est un problème. Ah oui, tu étais cité au Parlement, là, à un moment donné. Et j'ai pas trouvé que ça a été bien fait. J'ai pas trouvé qu'ils ont été très professionnels, qu'ils ont été très reconnaissants. La décision d'affaires, si elle avait été dit clairement, s'il n'y avait pas eu de niaisage dans les négociations, si ça avait été fait de manière professionnelle, que dire, ben regarde, pour telle raison, on a des complications à tel niveau, ça peut nous donner ce qui est arrivé au cours des dernières années, ben on regarde,
on te remercie. On a essayé de me faire passer ça sur le dos de ma blonde en disant qu'on avait négocié en demandant trop d'argent. La réalité, c'est qu'il ne nous voulait plus. Il n'était plus capable de porter ce qu'on amenait. Donc, puis ça, regarde, ça avait été fait proprement. J'aurais pas eu de problème avec ça. Malheureusement, ça n'a pas été fait comme ça. Mais je tiens à les remercier pareil. Je tiens à les remercier parce que à ce moment-là, on est en réflexion. Et c'est au cœur de la négociation du moment où eux nous offrent un nouveau contrat de 5 ans, mais qu'on peut se faire mettre dehors après 1 an. Donc, moi, dans ma tête, c'est la fin de Radio Pirate et la continuité d'un contrat qui va m'amener à la retraite avec Radio X. Mais si je mets un terme à Radio Pirate, qui est notre bébé à nous autres, là, il faut que je m'assure que si moi, je suis engagé pour 5 ans, que l'entreprise à qui je donne 5 ans s'engage pour 5 ans. Et ils n'ont pas voulu le faire. C'est quand même bizarre, hein? Ils n'ont pas voulu le faire. Donc, ils ont décidé, de manière cavalière, de mettre un terme à l'emploi puis au contrat, puis ça s'est terminé de même. Donc, ma réflexion, là, notre réflexion qu'on avait, à savoir, parce qu'on ne pouvait pas suivre, on ne pouvait pas continuer. Ce que Jerry vous a raconté, là, de faire 2 émissions de radio dans la même journée, rendu à 55 ans pour moi, c'était impossible de le faire. Physiquement et mentalement, c'était devenu impossible. Je devais choisir. Et pendant quelques moments, on a choisi Radio X. Mais la négociation s'est terminée en queue de poisson. Et finalement, on a dit, ouf, une chance qu'on a gardé Radio Pirate. Et depuis ce temps-là, on a les meilleures années de Radio Pirate. Les meilleures années au niveau de comment on est nous, comment on se sent, comment on file. Les meilleures années au niveau business de Radio Pirate. On a nos meilleures années. Donc, ça a été... Tu sais, des fois, il arrive de quoi? C'est décevant. Tu sais, je me rappelle au moment où c'est arrivé, j'avais de la misère à comprendre ce qui est arrivé. Je me dis, mais my God, bon, une deuxième fois, il arrive encore une fois, une fin comme ça, avec la radio que j'ai créée à l'époque. C'est donc bien bizarre. C'était pas dû pour bien finir, finalement. J'étais déçu. J'étais déçu de certaines personnes. Mais aujourd'hui, je tiens à les remercier. Pas de la manière qu'ils l'ont fait, mais de nous faire réaliser qu'on était en train de faire le mauvais choix. Et qu'il n'y a pas de jeu de mots. Qu'on leur faisait le mauvais choix, que l'avenir, que le futur et la fin de Filion allaient se passer à Radio Pirate. Et c'est arrivé comme ça. Et regardez, aujourd'hui, on est quelques années plus tard. Radio Pirate est en feu. On est plus présent que jamais. On a des projets extraordinaires. Je veux vous dire que dans les prochains jours, prochaines semaines, si vous suivez le compte de Radio Pirate, le compte officiel, il y a toutes sortes de comptes sur X, entre autres. Il y a Radio Pirate TV, il y a Radio Pirate News. Mais si vous suivez Radio Pirate avec le logo noir, le logo officiel de Radio Pirate, je vais vous mettre je vais faire un genre de spécial 20 ans au cours des prochaines semaines. Vous allez avoir des photos, des petites vidéos, des patentes qu'on a dans nos archives, puis des salutations, puis des histoires peut-être qu'on a à vous raconter. Donc, si vous voulez suivre, finalement, parce que ça ne peut pas être juste aujourd'hui, sur 20 ans, il y a trop de choses, il y a trop de photos, il y a trop de souvenirs. Donc, si vous suivez le compte X de Radio Pirate, probablement que quelques-uns vont également aboutir sur notre page Facebook, bien, on va vous partager ces bons moments-là. Mais, regarde, les dernières années ont été extraordinaires. Je ne dis pas qu'il y a des meilleures années que d'autres, mais je vous dirais que les dernières sont... Tu sais, jamais j'aurais pensé ça. Jamais j'aurais pensé qu'à partir de l'an 10, que de l'an 20 allait être meilleur que l'an 10. J'aurais jamais pensé ça. Je m'étais dit, écoute, je vais me fatiguer. Il va y avoir plein de nouvelles compétitions. On va être peut-être les gens vont être peut-être tannés de nous entendre, etc., etc. Donc, on pense toujours au pire. Mais finalement, plus ça avance et plus la ride est belle. Donc, c'est extraordinaire. Puis, je tiens à saluer les pirates. Les cheap aussi, hein? Les cheap, vous êtes là en passant. Les cheap, sans vous, c'est sûr qu'on vous aime mieux abonner à Radio Pirate. D'abord, le show est meilleur, il est plus long, il y a plus de stock. Mais quand les gens m'écrivent « Hey Jeff, moi je suis un pirate cheap », je suis allé, il y en a un qui m'a écrit cette semaine, il m'a dit « Je suis un pirate cheap, je suis parti de telle place à 1 heure de Québec, puis je suis allé chez Panier Extra. » c'est bon, ça. Vous faites la job, là. Exactement. Vous faites la job. Exactement. Vous faites la job parce que la pub, elle est entendue, oui, par les membres Prime, mais elle est entendue également par les cheap. Donc, on vous taquine en vous traitant de cheap.
mais vous êtes essentiel également au succès de Radio Pirate. Donc, vous êtes salués. Donc, voilà, 20 ans pour Radio Pirate. Mon nom est Jeff Fillion, je suis hyper fier, puis il y a un fond de... Tu sais, je suis très, très ému, très, très... Ma blonde. Pas petite. Donc, c'est ça. Belle ride. Ouais. Bon 20 ans, puis on s'en souhaite 10 autres. 10 autres, OK. Je vais Ouais, 10 autres. Mr. Watt, Marquez quelque part. marquer. Marquez Mr. quelque Watt, part. il va le noter. C'est marqué. Jeff Fillion, Radio Pirate. Jeff Fillion, Radio Pirate. Les Pirates News vous sont présentés par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Pour le 20e anniversaire de Radio Pirate, on vous présente les Radio Pirate News d'aujourd'hui, mardi. Mon nom est Jeff Fillion avec Jerry et Mr. White. Yes, sir. J'ai beaucoup apprécié le titre de l'article de Mathieu Bock-Côté d'aujourd'hui. OK. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que vous avez vu? Non. C'est drôle hein, qu'on ne voit plus ces affaires-là. Hein. Ben, tu veux dire son... c'est sa son chronique. article dans le journal. OK, ouais. Exact. Oh. Non, Ben, mais c'est parce que Mathieu, c'est parce que je dis ça, parce que Mathieu, il est tellement partout. non, Tu sais, mais- Mathieu, non, il- non, c'est pas ça qui arrive. C'est que à un moment donné, tu lisais le journal papier. Oh, Tu t'organisais pour t'arriver au bureau, il y avait un journal qui traînait, tu tournais les pages vite, puis tu peut-être prenais quelques minutes à lire quelques articles qui attiraient ton œil. Une fois que le papier journal a disparu, on s'est tourné vers les sites web et on a commencé. Et là, aujourd'hui, moi, je suis toujours... en fait, les seules affaires que je vois des journaux traditionnels ou des médias traditionnels, c'est quand des gens sur mes listes commentent ces affaires-là ou encore retweetent un des articles avec un commentaire. Sinon, je ne les vois pas. J'ai perdu cette habitude-là. T'as perdu cette habitude-là. Vous avez perdu cette habitude-là. C'est probablement ce qui arrive maintenant aux médias traditionnels. Et en plus, que Facebook les a complètement éliminés. Donc moi, j'ai pas vu ça, cet article-là. OK? J'ai commencé à lire un matin à 5h15 et juste à la fin, j'ai quelqu'un qui commente avec une photo du titre de l'article que l'avenir du Québec, c'est le titre de ce matin. Je ne l'ai pas vu. Une chance qu'un des personnes que je suis sur X a commenté cet article-là, sinon je ne l'aurais pas vu. Le titre de l'article, c'est « La prochaine révolution tranquille sera de droite ». Oui. C'est ça son titre. c'est merveilleux. Oui. C'est quand même spécial, hein? Puis la révolution Donc, tranquille, c'est... La révolution tranquille au Québec, ça veut dire des grands changements sociaux du Québec. Oui. Oh, À l'époque, ils appelaient ça comme le Québec moderne, les histoires de cégep, la manière que les écoles vont fonctionner, le gros gouvernement, l'espèce d'État québécois. Et c'est ça, la révolution tranquille, c'est la formation de l'État francophone. Est-ce que est-ce que la révolution tranquille égale social-démocratie? Plus ou moins. Ouais, moi non plus. Plus ou moins? Ouais. C'est plus avec le temps que c'est devenu ça. OK. Donc, c'est pas au départ que la révolution tranquille égalait social-démocratie. Donc, c'est plus tard qu'on l'a échappé, c'est ça? La révolution tranquille, c'est plus le maître chez nous. OK. Dans le sens qu'on est capable de faire nos affaires nous autres mêmes. On n'a pas besoin, de, autrement dit, en parenthèse, des Anglais pour nous gouverner. On est capable de se gouverner nous autres mêmes. C'est ça la révolution tranquille. Je regarde l'article, puis une chance que quelqu'un l'a retweeté, je ne l'aurais pas vu. Et je suis content de l'avoir lu. OK?
Parce que Mathieu Bock-Côté, dans cet article-là, n'est pas trop nationaliste souverainiste. Il est juste sur... C'est drôle, hein, parce que ça a été publié quelques heures après que j'ai fait un tweet, probablement un des tweets les plus... je vous dirais un des tweets les plus populaires que j'ai fait. Tu sais, j'ai eu beaucoup de tweets où j'ai des likes à 1500, 1600, 1400, 1300, mais je n'avais jamais eu au-dessus de 2000. Donc, ça l'a touché une corde sensible. Probablement qu'il y a des gens là-dedans qui voient mes tweets, mais qui ne les likent pas parce que liker Jeff Fillion, ça peut leur nuire. Mais là, ils se sont sentis obligés de liker parce que ça touche une corde sensible. Les points que j'ai soulevés dans ce tweet-là, qui est une nouvelle, c'est une révolution. Là. C'est une révolution de l'État québécois. Ce que je vous ai commenté hier dans le tweet que j'ai mis sur Facebook et sur X, c'est une révolution du modèle québécois. OK, tu as 43 000 vues là-dessus. Là. 43 000 vues, mais surtout le nombre de likes, le ratio par rapport aux vues est énorme. Ouais. Donc, tu sais, je sais que par les commentaires que je suscite, probablement que l'algorithme me nuit un peu souvent. Je devrais avoir du 80, du 85 000 quand j'ai une popularité d'un tweet comme ça. Mais le ratio de likes par rapport au nombre de vues est incroyable. Pourquoi? Parce que ça a touché une corde sensible de beaucoup de Québécois. Et il y a une suite à ça. La suite, c'est Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté. J'ai fait ce tweet-là. Pourquoi j'ai fait ce tweet-là en fin de semaine? Je vous l'ai expliqué hier, je veux le redire, c'est important dans le contexte. J'ai écouté le podcast, j'ai écouté quelques minutes du podcast de Éric Duhem avec Olivier Primo. Et après quelques minutes, je l'ai arrêté. La raison, c'est que d'abord, vous avez un genre de faux conservateur qui est là à faire une entrevue, que pas capable de dire pour qui il va voter. Moi, ça, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Tant qu'on aura ce genre... C'est correct, là. Mais je veux dire, tu peux pas aller à la guerre avec ça. Mais c'était pas l'intervieweur, c'était pas le podcasteur. J'ai bien de la misère. Je me barre avec dans les lunettes, je vais le faire. Ça fait 3 fois. Ah, ben ça, c'est ton petit côté Mr. White. Bon, mon côté Mr. White. Non, mais c'est parce que je sais pas pourquoi. Ça fait 3 fois que j'ai pogne en... Faut dire que mes mains bougent toujours. Puis tu sais, dans le podcast, Olivier, puis peut-être que tu t'es pas rendu jusque-là, là, mais je te l'avais fait entendre. Mané Primo, il dit à Duhem, il dit « Anyway, je suis un conservateur, et je comprends tout ce que tu dis. » On le croit pas quand il dit ça. Non, on le croit pas. C'est-à-dire qu'on le croit pas. On le croit pas. Bon, mais ça m'a même, inquiété. Quand ce bout-là, je l'ai entendu, j'ai vu le vidéo de ça. J'ai vu, quand tu me l'avais fait entendre dans le lab de Mr. White. Ouais. Ça m'inquiète énormément. Parce que là, il y a une mode il y a une mode de s'étiqueter conservateur. Il y a une mode. Et je ne pense pas qu'on va réussir à atteindre ce qu'on veut atteindre avec des gens qui suivent la mode. Ils peuvent être là, mais ne comptez pas sur eux pour faire le combat que ça va prendre pour vous rendre où vous voulez vous rendre. Donc, l'intervieweur m'importe peu. Si vous pensez que c'est des gens conservateurs, bien, regarde, c'est à vous de penser comme vous voulez. Moi, j'ai mes doutes. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était Éric. Je voulais voir comment il allait, comment il, dans cette... Tu sais, avec Primo, comment il allait dealer sa patente. Moi, je pensais à un moment donné qu'il allait peser sur le gaz un peu pour justement essayer de vérifier si vraiment Primo est un conservateur. Donc, tu l'amènes à des endroits tellement conservateurs que finalement, ça suscite une réaction, que ça suscite une question, puis que finalement, on se rend compte que, on a affaire à un gars que même s'il s'autoproclame conservateur, il ne l'est pas tellement. Mais non, on avait un intervieweur à peine conservateur et on avait un chef d'un parti conservateur à peine conservateur. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit,
Ils ne comprennent pas que l'heure est grave. On ne peut plus être conservateur juste pour la forme. On ne peut plus être mou. On ne peut plus avoir honte d'être conservateur. On ne peut être gêné de l'être. Si vous voulez sauver le Québec, il faut prendre des décisions. Puis je sais que le mot a été galvaudé au cours de la dernière décennie. Mais il faut que nos idées par rapport à ce que nous sommes actuellement soient radicales. Radicales dans le sens que on est tellement rendu loin dans notre patente à gauche social-démocrate avec le gros gouvernement que dans un monde normal, ce que je vous parle là devrait être des solutions ou des applications de choses qu'on devrait faire qui sont tout à fait normales. Mais dans le contexte actuel, je suis obligé de vous dire qu'on doit les étiqueter de radicales. À mes yeux, à moi, c'est du centre-droit, c'est du conservatisme pur. Mais dans l'époque où on est, c'est quelque chose qui est carrément radical. Démolir le gouvernement pour commencer à zéro, revoir la fiscalité des individus et des entreprises au complet, mettre dehors des centaines de milliers de personnes, c'est, oui, il y a une forme de radicalisme là-dedans. Mais les conservateurs canadiens et les conservateurs québécois ne le sont pas pour de vrai. Ils sont plus à prendre le modèle québécois et essayer de mettre de la tapisserie sur une chambre. Ils sont de prendre le modèle québécois et essayer de le récupérer avec un changement de peinture dans la cuisine. Oh, peut-être qu'on va changer le couvre-plancher. Mais ce sera toujours le fameux modèle québécois. En fait, le conservatisme québécois et le conservatisme canadien me fait penser un peu aux 10 derniers ministres de la Santé qui savaient que pour remettre le système de santé québécois douette, pour qu'on soit capable d'opérer les gens au moment où ils ont besoin d'être opérés, qu'on leur donne leurs examens de peu importe quoi au moment où ils ont besoin d'avoir leur examen, que quand ils sont en train d'avoir besoin d'un médecin, que finalement, ils se rendent compte qu'ils n'en ont pas, puis que finalement, ils ne sont pas capables d'en voir un. Non, ils sont capables de le voir dans la journée, au pire, au bout de 2 jours. Qu'ils soient capables de se faire changer leur genou dans les semaines qui suivent que le médecin est venu à la conclusion que le genou était fini. Et ça, dans des hôpitaux qui sont modernes, à jour, qui nous font pas comme c'est le cas encore ce matin, on a encore un hôpital où ce que tout coule. Une honte, défendue par beaucoup de monde. Bien, les différents ministres de la Santé, les 10 derniers, ont essayé, alors qu'ils le savaient dans le fond d'eux, qu'il est impossible d'arranger ce système-là, qu'il va juste être pire demain qu'il l'est aujourd'hui, ils le savaient. Mais parce qu'ils ont manqué de courage. Parce qu'ils n'ont pas voulu être, entre guillemets, radical. Parce qu'ils n'ont pas voulu dire « Ah, ben finalement, l'État ne peut pas donner les soins. Ouais. On n'est pas capable de donner les soins. On doit s'entendre avec des entreprises qui sont spécialisées pour donner des soins. Nous, on va être l'assureur. Mais on ne veut plus s'en aller là-dedans. On est désorganisé et on n'est pas capable de faire quoi que ce soit avec ça. Aujourd'hui, c'est grave. Ben demain, ça va être encore plus grave. Et plus on va étirer, et plus ça va être pire. » Est-ce que Jean Lesage était vu comme un radical? Pas du tout. Ben, il était pas mal, moi, je trouve. Ben, aujourd'hui, il le serait. Ben, aujourd'hui, il le serait. T'sais, lui, quand il a été élu, là, son slogan, là, c'était « Il est temps que ça change ». Bon, c'est un genre de slogan électoral. Lui, il s'est fait élire en 1960. Qu'on parle de révolution tranquille, ben autrement dit, tout était sur la table. Là. Tout était scruté, tout était... puis je vais prendre exactement les paroles du temps. Tout était objet à discussion. Ça veut dire quoi? Tout ce qui a rapport au gouvernement, on peut en parler, puis on veut le remettre en question. Voilà, exactement ça. Si je vous dis que l'équipe de Lesage, OK,
a mis sur pied un système d'hôpital public au Québec en 2 ans. On va dire, ben non, ça se peut pas. Ben oui. En 2 ans, il n'y avait pas d'hôpitaux publics. En 2 ans, il y avait des hôpitaux publics à la grandeur de la province. Donc, venez pas me dire, Christophe, que tu ne peux pas rien faire. Ça prend du temps. Non. Jean Lesage, aujourd'hui, c'est un radical. Là. Oui, c'est un radical. Aujourd'hui, c'est un radical. Il n'était pas à l'époque. Non. Mais aujourd'hui, s'il était transporté dans l'époque où on est, il serait un radical. Oui, il serait un radical. Bon, de là mon point. Donc, quand j'ai écouté ces 2 conservateurs-là, OK? Olivier Primo, je ne le connais pas. Éric Duhem, je le connais bien. J'aime beaucoup Éric Duhem. Je pense que... Mais Éric Duhem va devoir accepter le rôle qu'on lui a donné. On lui a donné la position de chef du Parti conservateur du Québec. C'est pas une petite affaire, là. C'est pas la continuité du Parti libéral qu'on lui a donné. C'est pas chef de la CAQ qu'on lui a donné. C'est pas chef du PQ qu'on lui a donné. Il est maintenant le chef du Parti conservateur. Et c'est lourd à porter, là. Il l'a dit, le mononcle. Avec beaucoup de pouvoir vient beaucoup de responsabilité quand Spider-Man était dans le trouble. Son oncle lui a rappelé qu'il y avait... Ben, Éric a ça. Et la manière que Éric se positionne en ce moment, puis je sais que pour certains, ça fait l'affaire parce qu'il va avoir probablement 7-8 élus, mais l'heure est trop grave pour être stratégique. L'heure est trop grave pour penser à un marathon. L'heure est trop grave. Le Québec s'enlise trop rapidement. Tout ça est accéléré par, entre autres, ce qui se passe avec les États-Unis. Regardez nos exportations, regardez les 57 000 jobs qui ont été perdus, regardez l'endettement Regardez ce qui se passe, regardez l'inflation. Actuellement, là, ce qu'on pouvait faire il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est-à-dire de penser à un plan et regarder ça sur 7-8 ans, c'est l'ancien temps. En ce moment, là, on doit regarder ça à la semaine. Parce que c'est à la semaine que ça se dégrade. Ça se dégrade depuis 20, 25 ans, 30 ans. Mais la vitesse à laquelle ça se dégrade en ce moment avec tout ce qui se passe, ça prend un leadership et un conservatisme qu'on n'a jamais vu, nous. Peut-être que, effectivement, Lesage, j'ai pas de souvenir de ça. Peut-être que je comprends, celui... mais c'est avec... Ce que je veux dire, c'est que c'est avec la vitesse. Parce qu'ici, à chaque fois qu'on veut changer quelque chose, on pense que ça prend 100 ans. Quelque chose, on va savoir prendre c'est le temps. Attends un peu, là. Lesage est rentré au pouvoir en 1960. Mm-hmm. En 1963, toutes les compagnies d'électricité du Québec ont été nationalisées et Hydro-Québec commençait. Un peu, là. En 3 ans. Puis, dans ces 3 années-là, de 60 à 63, j'en aurais pour 1 heure à vous expliquer tout ce que Lesage a fait dans 3 ans. Vous seriez éberlué de voir le changement radical du Québec en 3 années. Mm-hmm. Donc, c'est possible de changer des choses rapidement. Ben, on est là. C'est possible, Jeff. Ben, on est là. On est là. Moi, j'ai écouté ce podcast-là. Vous savez que j'aime Éric Duhem. Vous savez que j'aime son intellect. Vous savez que j'aime... Mais là, on a besoin de plus de Éric. Je sais que peut-être je lui donne beaucoup de responsabilités et si jamais il trouve que j'y en mets trop, regarde, on en jasera sa prochaine visite. Mais je pense que l'heure est grave et que personne s'en rend compte vraiment. On discute comme si on était en 2013, en 2016. Non, en 2025, regardez comme tout a changé. Et on a d'autres défis qui s'en viennent. Là. De gros défis qui s'en viennent. La guerre en Iran est en train de virer en genre de bullshit que je voulais pas. Et il y aura des répercussions sur une place comme la nôtre qui ne peut plus avoir d'augmentation du prix de la bouffe, qui ne peut plus avoir des compagnies de transport avec des litres de fioul à 2,50 le litre. On ne peut juste pas en ce moment. Parce qu'on n'est pas en 2013. On est rendu beaucoup plus loin dans notre échec. Et là, on est rendu à un point de non-retour.
Donc, il y a une révolution à avoir. On est là. On a Mathieu Bock-Côté qui en parle. On a Joseph Facal qui en parle. Je pense que tout le monde sait que finalement, ce qu'on vous parle depuis 20-25 ans ici à Radio Pirate, puis ailleurs où on était, que finalement, on est là. Mais notre gang se comporte comme si on avait beaucoup de temps et qu'il fallait être stratégique. Non. Il faut être brave. Il faut être rapide. Il faut être radical. Il faut fighter. Il faut démolir. Il faut bâtir. Il faut réveiller les gens. Il faut les shaker. Il faut les motiver. Il faut leur envoyer de l'amour pour qu'ils comprennent que oui, ça va être tough, mais que quand on va avoir fini, vous allez faire une autre Christie de belle ride de 20-25 ans avant qu'on ait recommencé un nouveau cycle de quelque chose. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait ce tweet-là. Et là, je vois ce texte-là ce matin de Mathieu Bock-Côté, que je trouve extrêmement pertinent. Et le timing est parfait. Parce qu'il faut shaker. Nos conservateurs, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec eux, mais ils dorment. Pierre Poilievre dort. Éric dort un peu. Éric dort. Le Parti conservateur du Québec dort. Parce qu'on a besoin d'un électrochoc. Mais il n'y a plus rien qui marche. Ça ne peut pas juste être la bourse du carbone. C'est une liste à pu finir de choses à faire et il faut l'expliquer et le dire. Puis s'il y a des gens à travers qui trouvent que c'est too much puis que ça devient quasiment dangereux et radical de le faire, bien, so be it. Ils vont comprendre plus tard qu'il fallait le faire. Puis c'est grâce à ça qu'on les a sauvés finalement. Donc, le titre, je le rappelle, c'est quoi, là? Faut que Éric Duhem soit conscient de ça, là. La prochaine révolution tranquille sera de droite. Essayez de me faire croire, quand on vous parlait de ça en 1999 à Radio X, en 2005 à Radio X, en 2007 à Radio Pirate, en 2009 sur XM et sur Radio Pirate, en 2013 sur Radio Pirate et sur Énergie, en 2019 sur Radio Pirate et sur Radio X. Parce que c'est pas d'hier, nous autres, qu'on pense qu'on sait que c'est ça et que c'est demain que ça va finir. C'est pas d'hier, là. Je vous aurais dit, hey, à un moment donné, là, le Journal de Québec et le Journal de Montréal, il va y avoir un gars ou deux qui vont nous dire en l'espace d'une semaine que le gros gouvernement puis le modèle québécois est fini et que la nouvelle révolution tranquille passe par la droite. Vous m'auriez ridiculisé. Ben oui, on ne l'aurait pas cru. Mais on en est là aujourd'hui. On en est là. Et ma réaction sur Éric Duhem, parce qu'il y en a qui ne la comprennent pas toutes, là. Et si Éric était avec moi, je lui dirais, dans un souper entre amis ou dans une discussion en podcast, mais plus probablement entre amis, à manger une poutine peut-être quelque part, que c'est nous qui devons la faire. C'est lui qui doit la faire. C'est lui qui est outillé. C'est lui qui a ce qu'il faut pour la faire. Mais là, ça s'en vient à la mode. À la Olivier Primo. Donc, qui devient subitement des conservateurs de droite? Joseph Facal. Mathieu Bock-Côté. Bernard Drainville. C'est ça que j'ai voulu réveiller en vous autres. Bernard Drainville me fait réaliser que si ce gars-là est rendu conservateur et plus à droite que Éric Duhem, c'est parce qu'il n'y a pas de danger pour lui de l'être. Sinon, il l'aurait fait il y a 4 ans. Probablement que c'est ce qu'il est dans le fond de lui. Il ne l'a pas fait pour une raison, c'est que c'était dangereux de le faire. Il y a juste les têtes folles comme Filion et les pirates qui osaient le faire et Éric Duhem qui le faisait. Mais là, aujourd'hui, tout le monde vient manger son lunch. Tout le monde vient manger le lunch du Parti conservateur et de Éric Duhem. C'est ça le point que je veux vous dire depuis plusieurs semaines, puis que vous ne comprenez pas pourquoi je suis à questionner le Parti conservateur et Éric. Parce que je suis en train de voir que la gang s'en vient toute à droite. Et que si on n'est pas
si on n'est pas réveillé, si on n'est pas en avance, si on n'est pas plus conservateur et à droite. Vous avez vu ce qui est arrivé à Pierre Poilievre? Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre Poilievre dans la dernière campagne électorale? Il se pensait conservateur et à droite, mais il a été mou. Il a tellement été mou qu'en l'espace de quelques jours, au pire quelques semaines, il arrive un banquier d'Angleterre et il vole toutes ses idées supposément à droite et conservatrices. Comment ça peut arriver? Bien, ça peut arriver que Pierre Poilievre et les conservateurs québécois et les conservateurs au fédéral ont cru que être juste au centre, c'était d'être conservateur et être à droite. Eh bien, ils se sont fait piquer le lunch en 2 jours et quart. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer au Québec. Vous pensez en gagner 9? Faites attention. Si vous restez sur « Ah, ben, tout se passe bien, on est dans un marathon. » Ah oui? Vous allez vous faire voler votre lunch, même par le PQ, je vois le vert. Parce que tout le monde s'en va. Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce que... Ben, il y en a une partie qui sont vrais. Ils l'ont toujours été. Ils ont juste manqué de courage de le dire. Mais là, aujourd'hui, c'est à la mode de le dire. Mathieu Bock-Côté, essayez de penser à ça. Essayez de penser à un article écrit dans le journal de Québec et de Montréal. La prochaine révolution tranquille sera de droite. C'est une victoire énorme. Mais c'est qui le premier nom qui me nomme? C'est un péquiste, ça, là. C'est qui le premier nom qui nomme? C'est Bernard Drainville. Ah. Peu à peu, le Québec s'anime politiquement. La course à la chefferie de la CAQ ne passionne pas le commun des mortels, mais le positionnement à droite de Bernard Drainville, quel que soit le résultat de ce dernier, annonce une transformation profonde de notre vie politique. Plus tard, il fait un clin d'œil à Éric Duhem en disant que Éric est très populaire dans la région de Québec. Mais le début, c'est un peu là. Oui. C'est la sortie depuis quelques semaines de Bernard Drainville qui est en train de transformer profondément la vie politique à un point que Mathieu Bock-Côté écrit ce matin que la nouvelle révolution tranquille au Québec sera de droite et que le premier nom qui sort, c'est Drainville. Ben, c'est de ça que je voulais vous parler. Il y a des gens qui m'ont écrit qui ne me comprenaient pas. Ben, c'est de ça que je vous parle. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on ne peut plus être mou. On ne peut plus être un peu conservateur et un peu de droite pour ne pas faire peur de peine à TVA ou à Madame Chose, à Victo ou à l'autre. Vous ne l'aurez pas anyway, ce madame-là. Elle va voter pour un vieux parti quand même. Vous devez être full blast conservateur et full blast de droite. C'est ça le point. OK? C'est ça le point. Chris, c'est pas vrai qu'on s'est battu tout ce temps-là pour que finalement, on bâtisse un Québec de droite avec ceux qui ont bâti le Québec de gauche? Parce qu'on va avoir manqué de courage? Come on. Come on. Ne faisons pas ce que Pierre Poilievre a fait à la dernière élection. Ne dormons pas sur nos lauriers en pensant que la première étape, c'est d'avoir 8-9 élus, puis après ça, on va pouvoir bâtir. Moi, je vous dis quoi? Il est en train de se passer quelque chose de vraiment, vraiment rapide actuellement dans l'actualité politique québécoise. Et que les gens sont en train de tout ramasser, tout le monde, incluant le PQ. Tout le monde est en train de s'en aller à droite. Si on ne va pas se positionner à droite et conservateur pour vrai, comme on devrait l'être, on va peut-être se ramasser avec 0. Oui, mais tu vas avoir bien performé. Tu vas être arrivé deuxième dans plusieurs places. Là. Puis tu vas être arrivé deuxième là, puis deuxième là. Puis tu vas être content de ça? Ben, non. Ben, Non. 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 Les Pirates News vous sont présentés par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Jeff Fillion, Radio Pirate.
pirate. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry. Petite boîte. Il y a une petite boîte. On va parler de notre PM, Enzo. On est OK. On en a un, Enzo. Ben oui. Là, Il n'est jamais là. je sais, on sait que... Carney, il a fait 15 voyages. C'était malaisant dans le bureau du roi. Là. Bon, ouais, J'ai même pas vu. Il y a un bout Il de a malaisant. il a visité 25 pays, Carney. Ah. À date. Si, Il y a 15 voyages, il est allé dans 25 pays. Mais qui visite le Canada, ça va faire 26. Oui. Pays étranger. mais ça, c'est spécial parce que il y a une sénatrice, là, une madame là, nommée par Trudeau à Ottawa. Là. Il y a un Sénat à Ottawa, il y a du monde. Là. Puis la madame, elle veut convaincre Carney elle dit, ouais, elle dit, tu fais le tour du monde, là, l'Asie, l'Europe, tu te promènes pas mal, puis créer des alliances économiques. Puis là, elle a dit, ouais, j'ai dit, on va essayer de convaincre Mark Carney d'aller en Afrique aussi. Tu veux dire, tisser des liens économiques en Afrique, puis tout ça. Mais quand je pensais à ça, je me disais en moi-même, je disais, OK, Carney a fait 15 voyages, il est allé dans 25 pays. Mais mettons, depuis un an, ça fait un an qu'il est là, Carney. Depuis un an, concrètement, nous autres, il y a quelque chose de clair. Non. De tous ces voyages-là, y a-tu quelque chose de clair, d'arrangé là-dedans? Là? Il n'y a rien d'arrangé là-dedans. Là. On est pareil. Il n'y a rien de nouveau. Là. Moi, j'ai pas vu de différence de rien. Là. Non. C'est quand même un an. Aucune différence. Et là, l'affaire, c'est que la madame, elle disait, oui, il faut qu'il aille en Afrique. Parce que, tu sais, puis là, il y a des genres de délégués africains au Canada. Ils disent, oui, Carney, il faut qu'il vienne dans notre pays, là, telle affaire. Mais quand on regarde ça, je dis, ouais. On fait le commerce extérieur du Canada avec l'Afrique. Je te parle pas d'un pays, je te parle du continent. Toute l'Afrique au complet. Donc, le commerce extérieur avec l'Afrique et le Canada, c'est 1%. C'est pas des gros clients. C'est-à-dire, c'est pas la grosse business. Là. Ce qui est spécial, c'est que Carney, où est-ce que la grosse business, il va pas, là? Carney, là, depuis un an, il aurait dû être une place. Il aurait dû se prendre un condo à Washington, rester là quasiment, puis être la moitié du temps là. Merci. C'est ça que je veux dire. Puis, tu sais quoi? Un deuxième condo à West Palm Beach, à côté de Mar-a-Lago. C'est ça. Puis apprendre à jouer au golf. Exact. Et apprendre à jouer au golf. C'est Bon, ça. là, je suis disponible en fin de semaine. C'est un trou sur ton foursome, je suis là. Hey, je veux défiler C'est pas quelques bien, affaires. c'est pas bien dur à comprendre. Hey, la ville de Toronto, j'ai des petites affaires qu'il faut que je passe. Là. La ville de Toronto, Jeff, ils ont une bonne idée. Si tu es à gauche, je ne sais pas pourquoi cette idée-là ressort tout le temps. Le gars à New York, il a eu cette idée-là. Mais là, elle vient de rebondir à Toronto, l'idée. Le New York, le préféré de la millionnaire, à tout le monde en parle le dimanche. C'est incroyable. Oui. Donc, c'est quoi l'idée qu'ils ont eue à Toronto? Ben, là, l'idée, c'est d'ouvrir des épiceries de ville. Des supermarchés qui appartiennent à la ville. Ah, tabarnak. Là, on pourrait... là, ils ont 4 projets, là, 4 supermarchés. Un à Etobicoke, un à North York, un dans le coin de Scarborough, puis il y en a un autre. Là. Mais ça, c'est une idée à la new-yorkaise. Là. Ouvrir des magasins des magasins qui appartiennent à la ville, à but non lucratif. Et le but de tout ça, donc 4 magasins dans la ville, 4 supermarchés, Chris, dans Toronto, le but de ça, c'est de mettre la pression. Je ne l'invente pas, là. C'est de mettre la pression sur les chaînes de supermarchés parce que la bouffe coûte cher. À Toronto, la vie est chère. Donc, ces magasins-là de ville, en ayant des prix plus bas, OK,
mais vont mettre de la pression sur les supermarchés autour. Le monde, ils vont aller dans les magasins de la ville, ils vont dire là-bas, c'est moins cher, c'est moins cher, c'est moins cher. Puis les supermarchés autour, les Loblaws, puis de ce monde, ben, les autres, ils vont être comme un peu forcés pour baisser leur prix. Donc, c'est un plan qu'ils ont la ville de Toronto. J'ai trouvé ça spécial comme plan. Une dernière pour la route. Une dernière pour. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Attends un peu. Tabarouette. Oh oui, j'ai une dernière. J'ai plein d'affaires, mais j'en ai une. Les Dolphins viennent échanger Waddle. OK. Mais ont-tu des choix ou des joueurs? Ils reçoivent 7 choix. OK. Les tabarnaches, hein, ils se remplissent une banque? Ah ouais, Ouais, tough, là. Ça va être tough. Il est bon en tabarouette. Là. Calif. Il s'en va où, lui? Ça va avec les Broncos. Ah! Tabarouette. C'est pas facile d'être partisan des Dolphins. Non, je sais que c'est pas facile. C'est tough. Ça use. Qu'est-ce que ça use? Tu sais, je me disais, ben écoute, avec le petit carrière qu'ils sont allés chercher. Oui, c'est ça. Ils ont signé leur tight end, Waddle, on a choses en arrière, tout ça. On va chercher un bon pic pour la ligne, on a un bon centre, on va peut-être surprendre, on va peut-être drôle. Là. On peut. Ben, le but, c'est de faire les playoffs, Jeff. On échange Waddle. Ça part des playoffs, tout peut arriver. Là. C'est faire les playoffs, c'est ça qui est tough. Ma dernière histoire. Je sais que vous ne l'avez pas écouté, là. Oh, peut-être quelqu'un a écouté les Oscars dimanche passé. Non, Vous n'avez pas écouté les Oscars? On dirait, à un moment donné, je suis resté genre 3 secondes. Puis là, je me suis dit, ça a de l'air plat. C'est parti. Ça n'a pas été long, hein? Ça n'a pas été long. Et à chaque année, aux Oscars, puis toute la cérémonie, puis les speeches a pu finir, bon. Mais à chaque année, aux Oscars, ils font le In Memoriam. Oui, c'est ça. Qui c'est qui est mort cette année? C'est ça. Qui est mort cette année? Donc, cette année, tu avais Diane Keaton, Robert Redford, Rob Reimer, le réalisateur, là, lui qui a fait plusieurs films. Là, il s'est fait tuer par son fils, non? Mais c'est ça, exactement ça. Tu sais, il doit avoir. D'après moi, il a au moins 15 gros films, ce gars-là. Là, vraiment, c'est un très, très grand réalisateur. Puis, tu sais, c'était le In Memoriam. Là, ça dure genre même pas 10 minutes. Là, puis, il passe tu vois les visages des gens. Puis, il faut se souvenir des gens. Ça, c'est des hommages. Ça, c'est l'hommage à des acteurs, des actrices, puis du monde du cinéma. Des réalisateurs, puis des producteurs, puis du monde dans le domaine. Là. Mais, c'est même bizarre. Ils ont oublié quelqu'un. Ben, c'est quelqu'un de très connu, là, qui n'était pas dans le In Memoriam. Ultra connu, là. Brigitte Bardot. Hein? Brigitte Bardot n'est pas dans le In Memoriam, c'est pas juste pour les acteurs et les actrices américains. Là. C'est pour n'importe qui. Là. C'est pour tout le monde. Là. C'est comme ça que Brigitte Bardot n'est pas dedans. Brigitte Bardot, là, elle a 50 films, là, de 1952 à 1973. Elle, là, dans les années 60, là, il y avait un film avec Brigitte Bardot. Il remplissait les salles de cinéma pendant 1 an de temps. Là. Et Dieu créa la femme. Et plein d'autres films. Ouais. Donc, elle, c'était la babe des années 60. Elle a foulé les salles de cinéma, Brigitte Bardot. C'est une méga star des années 60. On n'était pas là, on était enfant ou on n'était pas né. Mais elle était là. Mais pourquoi qu'elle n'est pas dans les In Memoriam, elle? La presse française est en tabarnak. Elle n'est pas là. C'est donc bien bizarre. Elle a une fondation pour le droit des animaux. Depuis longtemps, on le sait. C'est Brigitte Bardot. Hein. Les animaux, toute son histoire. Ben, c'est correct, c'est ses affaires. Mais c'est quoi la raison pourquoi elle n'est pas là? Elle vote pas Macron, en tout cas, ça c'est clair. Non, parce qu'elle a marié Bernard Dormal. Dans sa vie, elle a eu plusieurs maris. Là. Puis un de ses maris, c'est Bernard Dormal. Bernard Dormal, c'était le conseiller de Jean-Marie Le Pen. Et Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, c'est possiblement, ben là, elle est décédée, mais quand elle était en vie, c'était possiblement la femme de droite, la femme la plus à droite de France. Là.
C'est pour ça qu'il n'est pas dans le In Memoriam. Ils l'ont tassé. Attends un peu, je t'en rajoute un. L'année passée, le In Memoriam aux Oscars, Alain Delon. Oui. Il n'était pas dedans, lui non plus. Ouais, mais Alain Delon, lui, il était un ami de Jean-Marie Le Pen, si je ne me trompe pas. Ami de Jean-Marie Le Pen. Il y a un gars, il y a ami de Sarkozy, Voyons, c'est ami sûr que c'est le de même, ça marche. Giscard Voyons donc. C'est ça, d'Estaing. l'histoire. Puis lui, il s'en est jamais caché. Quand il posait la question, il dit ben oui, il dit, c'est mon ami. Je ne suis pas tout le temps, je suis pas d'accord avec tout, là, mais il dit c'est Alain Delon qui a milité contre le mariage gay à l'époque en France. Alain Delon, le gars de droite. Donc, Delon meurt, il s'en calisse. Brigitte Bardot meurt, il s'en calisse. Donc, quand tu meurs, pour être dans le In Memoriam, il faut que tu sois à gauche. Là, Brigitte Bardot, elle n'était pas à droite, elle était à l'extrême droite, selon les médias. Avant qu'on finisse la boîte, est-ce que j'ai 3 minutes, Mr. White? Je sais qu'on a un rendez-vous avec Denise de Beautiful. Oui. Non, c'est parce que je trouve ça trop gros, cette histoire-là. Vas-y donc. Est-ce que vous vous souvenez du député du Bloc québécois, Pierre-Pascal Payé? Si vous avez écouté Jeff Fillion à la radio, vous avez entendu souvent le nom de Pierre-Pascal Payé. Payé Piano. Oui, Piano, Ok, je l'appelais. ok, Pierre-Pascal Payé Piano. Piano. Vous vous souvenez de ça? Ben, m'en souviens très Député bien. du Bloc québécois. Pourquoi je vous parlais de lui? Parce que c'était mon gars qui faisait mon gazon. Oui, c'est ça. Il faisait ton gazon. Ouais. Pas beau, là? Qu'est-ce qui se passe avec... Ah non. Qu'est-ce qui se passe avec... Je viens de voir. Oh. Enseignement de formation. Un ancien député fédéral a été arrêté par le service de police de la Ville de Québec à la suite d'une enquête en matière de crimes sexuels impliquant des mineurs. Ah. Député du Bloc québécois de 2008 à 2011, Pascal Pierre Payé Piano, 47 ans, s'est fait mettre la main au collet par le SPVQ mardi matin dans le secteur de Saint-Augustin de Desmaures. Il fait face à des chefs d'accusation d'agression sexuelle en position d'autorité, de contact sexuel et d'agression sexuelle. Ah. Le quarantenaire doit comparaître mardi après-midi au Palais de justice de Québec. Le centre de service scolaire de la capitale confirme par ailleurs que l'ancien élu de la circonscription fédérale de Louis-Hébert, c'est mon député. Ben oui. C'est mon gars de gazon, t'es passé de gars de gazon à député. Est suspendu depuis plus d'un mois en raison de cette histoire troublante. Pascal-Pierre Payé aurait commis ses actes lors de 2 événements distincts, d'après le corps de police. Dans un premier temps, il aurait profité de sa position d'autorité pour avoir des relations sexuelles avec un élève, donc il est au petit gars. Entre le 1er janvier et le 25 juin 2006, le deuxième événement aurait eu lieu en août 2024. En janvier dernier, une source bien au fait de la situation a contacté le journal pour dénoncer les agissements qui sont reprochés à Payé dans le plus récent dossier. La victime, Marty, s'est livrée dans une entrevue exclusive pour expliquer sa version des faits. L'adolescent, qui était âgé de 14 ans à l'époque, soutient qu'il a eu un match sur l'application gay Grindr avec l'ex-député. On a commencé à s'écrire, il me disait qu'il me trouvait beau, il m'envoyait des photos de lui sans chandail. On a les photos dans le site. Et il disait qu'il était un professeur au secondaire dans la trentaine et moi, je lui ai fait croire que j'avais 17 ans. Précisant que Payé ne travaillait pas à la même école et qu'il n'était pas en position d'autorité. De fil en aiguille, les 2 interlocuteurs ont convenu de se rencontrer une première fois en public. Il ne s'est rien passé cette fois-là. C'était dans un festival. Il y avait du monde autour, alors je suis parti sans lui parler. Puis dans les jours suivants, une deuxième rencontre a eu lieu. Cette fois, Pascal-Pierre Payé Piano est venu chez Marty, chez lui, à bord de sa Jeep noire, ornée d'étoiles blanches sur les portières. On a jasé, puis il m'a demandé j'avais quel âge, ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que j'étudiais en théâtre au cégep. Il n'a pas posé de question. Je lui ai proposé une fellation et il a accepté. Payé et lui se seraient ensuite rendus dans un boisé de la couronne nord de Québec, à l'abri des regards. L'homme de 45 ans a demandé à voir la carte d'identité de Marty's. Ce dernier aurait prétendu les avoir laissés chez ses parents.
Après ça, on a eu une relation sexuelle complète et consentante. Une fois qu'on a fini, il m'a ramené chez moi. Quelques jours après la rentrée scolaire, Martys éprouve des regrets et aurait demandé à Pascal-Pierre Payé de le revoir pour discuter de ce qui s'est passé derrière le cinéma Le Clap à Loretteville. Je lui ai dit que je ne savais pas quoi faire, je stressais beaucoup parce que je ne voulais pas qu'on ait des problèmes. Il s'est montré rassurant et m'a dit que ce n'était rien et qu'il ne le dirait à personne. Donc, je n'avais rien fait. Non, mais c'est pas... Ma blonde me dit... Ah, c'est Mathis, excuse-moi, pas Martys. C'est Mathis, excuse-moi. C'est parce qu'MC écoute, puis elle dit c'est Mathis. Mais c'est pas un vrai nom, là. Ça change. Oui, c'est pas un vrai nom, j'imagine. C'est ça. Non, c'est pas un vrai nom, il y a un astérix plus haut. Quelques jours après la rentrée scolaire, Mathis éprouve des regrets et aurait demandé à Pascal-Pierre Payé de le revoir pour discuter de ce qui s'est passé derrière le OK, je l'avais déjà lu. Le 3 septembre 2024, c'est avec stupeur qu'ils se sont croisés dans les couloirs de l'école secondaire de Neuchâtel, où l'enseignant avait accepté un contrat en adaptation scolaire au cours de l'été. C'est la pire rentrée de ma vie, se souvient Mathis. Je tremblais et je suais de partout. Je ne voulais pas qu'il soit dans le trouble à cause de moi. Lui aussi, j'ai senti qu'il n'était pas vraiment bien quand il m'a vu. Ce lourd secret a commencé à peser sur la conscience du jeune homme. J'avoue que c'était difficile à vivre. Je savais que c'était bad et c'est un poids que j'avais apporté pour ne pas que le monde le sache. Inconscient de la gravité des actes qu'il reproche à l'ancien homme politique, mais voulant se libérer de ce fardeau, Mathis a tout expliqué à un adulte de son entourage avec qui il avait confiance. J'étais vraiment surpris et choqué, affirme cet adulte, le même qui a contacté le journal. L'adolescent invite par ailleurs d'autres victimes potentielles à faire dedans. Donc là, de ce que je comprends, il y aurait une autre victime plus jeune. On connaît-tu pas le monde? On connaît-tu pas le monde? C'est bien rare aussi que quand il arrive des affaires de même, là, je sais pas, bon, quand il arrive des patentes de même, c'est bien rare qu'il y ait juste une victime aussi. C'est rare. Je savais même pas qu'il était gay. Non, mais parce que moi, la dernière fois que je l'ai vu, il y avait une conjointe, il y avait tout, là. Bon, oui, mais tu sais, veux dire, Bon, vous annoncez. Écoute, pas de lien avec ça. Mais tu sais, moi, quand il était député, il m'appelait de temps en temps parce que je parlais de lui, Pierre-Pascal Payé Piano. Je sais pas c'est quoi, mais même quand je l'ai connu plus jeune, il y avait quelque chose de drôle. OK. Il y avait quelque chose de drôle. Je sais pas. Calif qu'on connaît pas le monde. C'est le gars, il s'en va sur une application gay qui s'appelle Grindr. Il est prof. Ah, attends, c'est ça. Là, tu vois sur Grindr. Là, tu jases avec des gars. L'application de rencontre. L'application de rencontre, comme il y en a plein d'autres. Là. Mais là, tu tombes sur quelqu'un de jeune. Au point d'y demander ses cartes. Voilà. C'est parce que tu sais qu'il n'y a pas 18. Là. C'est ça. Toi, tu as 40. Là. Voilà. Et normalement, quelqu'un d'équilibré va dire non. Qu'est-ce que tu fais là? C'est l'application, c'est pour adultes ici. Là. C'est Grindr. C'est pour une place pour adultes là, ici. Tu n'as pas d'affaire ici. Là. Ah, mais vu que tu as 17 ans, puis je pense en situation d'autorité, j'ai le droit. Mon point, c'est que ces applications-là, ça fait rencontrer plein de monde. Et là, la twist, là. La twist, c'est que lui, il a profité du jeune. Il a forcé une rencontre. Christ que c'est sick, là. Ah, c'est sick, pas à peu près, là. Sick, pas à peu près, là. Quand tu es en situation d'autorité d'une manière, que tu es plus vieux, puis l'autre est plus jeune, ben Chris, c'est à toi à dire non. Jerry, ça finit. Il est prof dans une école secondaire.
C'est la dernière affaire qu'il faut que tu touches. T'es un jeune au point qu'il faut que tu lui demandes ses cartes pour être sûr. Mais non, c'est ça. Si tu poses la question, j'ai besoin de tes cartes, t'es prof d'école, faut-tu que dans ton coco, tu sois fucké pas à peu près? Va voir un gars de 30 ans, je vois le vert. C'est ça. Mais lui, le jeune, il a fait croire qu'il avait 17 ans, mais il n'avait pas 17 ans. Pense à ça, là. Puis je le sais, j'ai déjà fait des entrevues avec des jeunes hommes gays qui étaient des prostituées gays. Oui. Puis les 2 kids qui étaient venus me voir à Radio X, tu dois t'en rappeler de ça, ils m'ont raconté qu'eux autres, à 20 ans, il n'y avait plus de clients. Trop Je vieux. le sais qu'il y a certains membres de la communauté gay qui veulent avoir le plus limite possible. Mais ils jouent avec le feu. Ben oui. Il joue avec le feu. Oh, il me dit qu'il était au cégep. Donc, il doit avoir 17. Ah, regarde. Fucké pas à peu près. Non, c'est fucké raide. Fucké Ils n'ont plus de raide. piano dans l'histoire. Là. C'était la dernière fois que j'utilisais le piano. Ça va être Pierre-Pascal Payet. Fucké. Ça va être ça son nom. Merci pour la boîte, Jerry. Yes, sir. Spécial, hein? Non, ça, c'est... Ça, c'est Très triste. spécial. Très spécial. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte.